avec toutes les personnes qu'il a pu rencontrer et qui n'ont pas su donner de l'amour, alors croyez bien que vous avez en fait affaire à un mort-vivant qui deviendra adulte. Il est mort-vivant au sens où il est mort affectivement, il est mort dans son estime, il est mort dans son identité, sinon celle du mort-vivant. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup d'écart dans ce cas-là, si vraiment il n'y avait aucune alternative, aucun échappatoire, entre mort-vivant et tueur en série. Ça me renvoie vraiment à la phrase du témoin dans l'affaire Jacques Léventreur qui disait quoi? Il disait, j'ai vu à qui parlait la troisième victime de mémoire. C'était la mort, comment elle a dit déjà? La mort dans des habits de misérable, quelque chose comme ça, voilà. Oui, pourquoi, pourtant je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais voilà, la mort dans des habits de miséreux, ou quelque chose comme ça. Et alors, pourquoi on arrive à une telle expression? Parce que même à l'époque, on ne fait pas de la romance, vous savez, à Whitechapel. Hein. C'est pas vraiment la poésie qui l'emporte dans le smog et compagnie. Donc, c'est que oui, elle a eu vraiment l'impression d'avoir un homme en face d'elle qui était un fantôme. Quelqu'un qui vraiment était fantôme au sens, vous voyez, de vide d'amour, vide de, voilà, transparent quelque part des choses les plus humaines ou positives qu'on attend d'un être humain. Mortifère. Mortifère, cadavérique, livide, quelque chose du genre. Donc ça, il faut bien le noter. Oui. Ok, donc l'enfant n'a pu bénéficier de la stabilité, de l'hospitalité de sa famille biologique, ni de ses foyers d'accueil durant les 8 premiers mois de sa vie. Pire, sa mère l'abandonne et il semble haïr profondément pour ça. Dès lors, il n'est pas à exclure qu'il puisse l'imaginer comme une prostituée, peut-être dispositif d'un témoignage, une vieille photo qui la décrive comme habillée d'un ensemble noir. Auquel cas, le lien avec les femmes qui sont plutôt dans des habits sombres ou noirs, et avec des hauts talons et des choses comme ça, vous voyez, lui parle un peu plus que si c'était un autre accoutrement que celui de sa mère. Vous me suivez? Or, la théorie psychanalytique nous apprend notamment que si un adulte parvient à conserver un équilibre entre prendre et donner, c'est qu'il a le plus souvent vécu une phase orale sans problème. Le comportement consistant donc à s'approprier une femme en la prenant en otage, avec violence qui plus est, témoigne à contrario d'une fixation lors de la phase orale. Même à ce stade précoce, il existe des fantasmes sadiques primitifs consistant à manger et à détruire, qu'il faut rapprocher de la consommation sexuelle et des violences pratiquées sur le corps des victimes. Ainsi donc, un manque fondamental d'amour maternel laisse généralement l'individu en demande perpétuelle, recherchant l'attention de sa mère et plus tard des autres personnes. Et vous savez comment on fait pour capter l'amour des autres? On devient une superstar. On devient un grand chef d'entreprise, on devient un dictateur, on devient quelqu'un qui aime à être, à faire et à maîtriser tout ce qu'il fait. Ainsi croit-il qu'il va être aimé pour l'estime qu'on lui doit. Quelle erreur! On ne l'aimerait pas pour ce qu'il est, mais on va l'aimer pour l'estime qu'il apparaît être. Eh oui. Il faut donc remettre de l'amour et du vrai là où on n'en a pas, plutôt que de le combler par l'estime et de l'apparence d'estime et de l'apparence de séduction à tout ce que vous voulez, qui n'apportera rien, qui vous renverra de toute façon au manque d'amour quoi qu'il arrive. Adulte, c'est ce qui le rendra excessivement jaloux, envieux et dépendant, attendant que les gens s'occupent de lui en lui donnant tout de manière unilatérale. En tout cas, même si ça n'atteint pas forcément ce degré intense ou extrême, c'est comme une grande tendance. Il attend quelque part de réussir, de donner, voilà, de tout contrôler, encore une fois. Mais s'il ne réussit pas, l'angoisse du non-amour, l'angoisse de la non-réussite, l'angoisse de je suis qui finalement alors que j'ai tout fait pour être quelqu'un. Vous vous rendez compte? C'est le retour aux abysses du vide absolu. L'échec profond. Il n'en reste pas moins que le fil conducteur des comportements de Guy Georges avec les crimes est globalement organisé. Mais avec le risque que la victime crie et qu'il soit surpris dans l'image, parce qu'il peut parvenir par derrière, il arrive avec un couteau ou ce genre de choses, mais elle peut encore crier. Mais quand même.
Ce dernier reste, malgré l'heure avancée de la nuit, un environnement à moyen risque, lieu plutôt habité et de passage. Et s'il avait vraiment été organisé, il aurait pris par exemple ses victimes en autostop, il les aurait manipulées au point de les amener en véhicule dans une forêt ou un lieu particulièrement isolé. Ainsi, il sort très rapidement, alors qu'il est derrière la victime, qu'il commence à la maîtriser, son arme. Opinel numéro 12, le couteau de cuisine, on l'a déjà dit, qu'il brandit généralement de la main droite, à hauteur du cou de la victime, sauf Magali qui pousse avec son épaule, nouveau signe de pulsion pressante à l'intérieur de son appartement. Cet intérêt pour les couteaux, si typique chez les tueurs en série, se retrouve dès 17 ans, lorsque l'on remarque un couteau à cran d'arrêt dans sa caravane. L'idée de viser une partie vitale, proche du visage, est à la fois pratique et symbolique. Si elle crie, même instinctivement, il peut la tuer d'un seul coup de couteau, ce qui la dissuade généralement de le faire. De plus, il y a une sorte de continuum dans la chosification de la victime, puisqu'il est déterminé à l'agresser par derrière en portant atteinte à la région faciale qu'il ne voit pas le plus souvent. On peut raisonnablement penser qu'il ne ressentirait pas le besoin de déshumaniser une victime s'il n'était pas habitué à humaniser ses relations au quotidien. Ouh là là, ça c'est difficile. Je refais. On peut raisonnablement penser que c'est qu'il ne ressentirait pas le besoin de déshumaniser une victime s'il n'était pas habitué à humaniser ses relations au quotidien. On pourrait se dire, bah oui, mais s'il chosifie sa victime, c'est qu'il chosifie dans la vie de tous les jours. Il y a l'habitude d'un chosificateur né. Non, là, l'idée que je suppute, c'est on en vient à vouloir déshumaniser quelqu'un parce qu'on aurait, si on l'avait emphasé dans d'autres circonstances, l'habitude de l'humaniser et d'en avoir le plus grand mal à passer à l'acte dans ces conditions. Donc, face à ce constat probable, nous avons affaire à quelqu'un qui est plutôt social dans la vie de tous les jours. Voilà ce que ça nous apprend grâce à ce mode opératoire. C'est la volonté d'arriver par derrière pour ne pas vraiment être confronté à la relation humaine. La prendre au couteau pour éviter qu'elle crie, pour éviter effectivement quelque chose de verbal qui pourrait être gênant. Mais c'est également aussi le fait d'être tellement habitué à la relation humaine, ou en tout cas à l'aise avec ça, dans la vie quotidienne, qu'il en vient effectivement à court-circuiter ça rapidement pour ne pas se retrouver donc en mise à mal quelque part dans la maîtrise de cette victime habituée à cela. Et donc, oui, c'est très probablement quelqu'un qui est social. C'est pourquoi il ordonne aussi de se taire et contraint la victime à rentrer immédiatement dans l'appartement. Plus que jamais, il ressent l'événement par tous ses sens. Il dira, il photographie dans son esprit ce qu'il voit, ce qu'il fait, tout ce qui finalement lui procure de plaisir. J'ai toujours été frappé par ça, même dans la première affaire que je vais traiter de Samuel Millot, là, dans l'Est de la France. C'est-à-dire, il vous dira, le jeune homme, je suis rentré dans cette librairie, j'ai vu la vieille dame, mais en rentrant dans son arrière-boutique, je peux vous dire, à gauche, il y avait telle chaise, à droite, il y avait telle table, il y avait ça et ça et ça et ça sur la table. Il y avait donc sous l'armoire ceci, elle était de telle texture, elle était en bois, il y avait tel motif, hein, comme s'il avait photographié vraiment dans son esprit, gravé sur un disque dur mental, la pièce. C'est vous dire qu'après, le type qui vous dit, moi je me souviens plus, oh, bah non, je me souviens plus, c'est généralement pas le cas. Celui qui fait ça et qui est organisé, mais justement, il enregistre tout de ses 5 sens comme si c'était le plus grand spectacle, la plus grande sensation, le plus grand prix de toute sa vie. Voilà. Alors, il faut c'est pourquoi il ne met jamais de gants pour commettre ses crimes et utilise un couteau comme attribut phallique. C'est quoi l'attribut phallique, Bacha? Un attribut phallique. Phallique, c'est quoi? Phallique? Phallus. Phallus? Pénis. Merci beaucoup. Et donc phallus, phallique, phallus, attribut phallique. C'est-à-dire, il utilise un couteau comme un attribut phallique. Donc, ça veut dire quoi ça? On a un objet de sans main. Ça c'est une arme, effectivement, mais sur un couteau. Attribut phallique. Il va remplacer. Phallus, pénis. Donc, Ce substitut. et ben voilà,
c'est un peu vu comme un substitut du phallus. Donc Donc vous pouvez faire ça. donc Mais vous pouvez faire aussi. il va s'en servir pour pénétrer. Vous voyez? Même chose. Mais, ça y est, là c'est plus clair. Bon, c'est bien. Donc ça peut être un substitut, tout simplement. Symbolique de la relation sexuelle. Pensez bien à un couteau. Un couteau, il pénètre, il sort, il pénètre, il sort, il pénètre, il sort, il pénètre, il sort, il pénètre, il sort. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oui, parfois c'est ça. Bon, ce qui renvoie à des activités manuelles dans la vie quotidienne. Il aime avoir quelque chose dans les mains. Il aime effectivement avoir cette arme comme maîtrise vraiment de l'autre. Donc c'est... Voilà, souvent, en tout cas, c'est en rapport avec des travaux manuels. Donc après, grande diversité, ouvrier de bâtiment, carreleur, plâtrier ou je ne sais quoi, il fuit immédiatement si un intrus survient ou si la victime hurle trop longtemps. Ce qui confirme sa lâcheté. Mais aussi sa sensibilité, qui s'illustre par le jaillissement brutal d'une certaine angoisse l'amenant à défaillir spontanément. Conclusion, il est donc peu vraisemblable que cet homme soit d'une particulière froideur affective dans la vie de tous les jours, encore une fois. Puis, il poursuit son scénario criminel seulement s'il reste seul avec les victimes, qu'il contrôle de son vivant. Son raisonnement semble binaire. Soit il maîtrise tout ce qui est nécessaire au scénario programmé, puis concrétise son fantasme criminel, soit il renonce, ce qui renvoie à la classification du violeur qui affirme sa force. Oui, le violeur qui affirme sa force. Enfin, on voit ça. Il ferme enfin la porte d'entrée de l'appartement ou du garage, sécurité oblige, et dirige assez rapidement la victime vers le lit ou la banquette arrière, là où le viol, puis l'homicide auront lieu. Ce qui montre qu'il ne souhaite pas perdre trop de temps et que la relation sexuelle avec un minimum de confort sur le lit ou sur la banquette arrière du véhicule sont primordiales dans un premier temps. C'est bien la motivation sexuelle qui est quand même, voilà, très clairement visée, mais qui dit relation sexuelle, dit quoi? On l'a dit ce matin, on peut voir la fenêtre. Plaisir sexuel ou quoi? Ça va. Oh non, c'est bon. Ou Attention, pas. pouvoir. Pouvoir. Alors, encore une fois, hein, il ne va pas cracher sur l'éjaculation éventuelle. Mais on sent bien que ça va bien au-delà. Hein, c'est effectivement tout un mode opératoire pour maîtriser la victime et la pénétrer dans un attribut phallique. Et l'attribut phallique n'est pas forcément un plaisir sexuel dans un premier temps, ou essentiellement. Alors, nous avons une rescapée. Intéressant. Elle s'appelle Elisabeth. Elle nous raconte donc, en gros, comment ça se passe. Elle a été séquestrée à son domicile et elle semble montrer qu'il veut rassurer la victime en lui indiquant qu'il veut juste dormir chez elle. Rassurer la victime, mais ça me rappelle quelque chose, ça. Y avait-il pas une catégorie de violeurs qui voulait rassurer sa victime? Nous revenons au document. Merci. On l'appelle le violeur gentleman. Ouais. Allons voir, si vous voulez bien, le document donc vu ce matin, désormais, petit aparté. Voilà, donc on a 4 grandes catégories de violeurs. On a d'abord le Power Reassurance Rapist. Donc, c'est un violeur de pouvoir, mais qui souhaite se rassurer sur sa virilité. Vous voyez bien là, cette petite diapositive? Nous sommes en page 19 du document PDF. Ça va? Donc, les caractéristiques sociales donc, du violeur de pouvoir, oui, c'est qui veut se rassurer. Alors, l'idée générale, si vous voulez, on l'appelle gentleman, c'est encore plus simple, je trouve, en l'appelant comme ça, parce qu'il veut faire le moins de mal possible à sa victime. Ce qui le motive le plus, c'est d'avoir une relation sexuelle comme tout le monde. C'est parce qu'il en manque, il est asocial, il est seul, il n'est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'atouts pour lui, et finalement il se crée un scénario qu'il a fantasmé longtemps à l'avance, où il va certes contraindre la victime au viol, mais dans des conditions qui ressembleraient, mais assez proches, à une relation normale. Comme si la victime était avec son petit ami, avec son mari, et que ça se passe plutôt bien, et sans qu'il y ait trop de bobos à l'arrivée.
Ainsi donc, ça intervient, comme on voit souvent dans une attaque de voisinage. La victime croit que le viol est plutôt une partie de plaisir. Il utilise peu d'insultes. Il veut que, par contre, la victime l'accompagne dans cette relation sexuelle, comme si elle y prenait un certain plaisir. La victime, donc, c'est elle qui va se déshabiller et non pas l'agresseur qui va la forcer à, ou en tout cas le faire lui-même. Seulement les parties essentielles du corps sont exposées pour le viol, donc il peut très bien en rester à la poitrine et au sexe et sans enlever autre chose. D'ailleurs, il peut rester aussi à enlever la culotte et puis c'est fini. La victime donc, est dans la même tranche d'âge que celle du violeur, idem pour la race. En général, la fréquence des viols a lieu tous les 7-15 jours, donc c'est assez rapproché. Le violeur se déplace à pied, le plus souvent. Il peut être impuissant, donc voyeuriste, exhibitionniste, fétichiste, utilisant des objets, etc. Il utilise des armes d'opportunité, il accroît la violence durant le viol, pour en tout cas asseoir sa virilité, sa masculinité, et le renvoi que lui ferait la victime sur le plaisir qu'il provoque. Il pourra, ça c'est très intéressant, avoir des contacts ultérieurs avec la victime une fois le viol consommé. C'est-à-dire que très logiquement, puisque c'est un petit ami, puisque c'est un époux, il va lui reprendre contact. Comment tu vas, ma chérie? Quand est-ce que je peux revenir? Quand est-ce que ça va aller? Tout va bien? Il envoie des cartes, des trucs. Et donc, c'est bien sûr dans ces conditions-là qu'une bonne stratégie proactive d'arrestation est tout simplement de l'inviter à revoir madame, en complicité avec madame, ou un service de police bien qui l'attend comme il se doit, l'arrêtera sur place. Et puis, il peut recouvrir le visage de la victime si cette victime, disons, pleure, exprime de la souffrance, alors que ce n'est pas du tout justement ce qu'il souhaite. Donc il cache, voilà, il imagine que ce n'est pas le cas. Et le viol continue jusqu'à ce que le violeur soit appréhendé. Il peut collectionner des souvenirs, notamment des agendas, il peut dire, voilà, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle m'a raconté ceci, c'est cela, voilà, c'était bien, c'était vraiment cool. Et donc ce sera une preuve à charge, évidemment, si on le retrouve chez lui. Enfin, il peut garder donc un journal intime du violeur par rapport à l'ensemble de ses victimes, un peu comme faisait Landru finalement, avec des fiches techniques, des fiches mémoire sur chacune de ses victimes. Donc ce qui est intéressant de noter avec ce type de violeur, et vous allez voir tout de suite si ça peut correspondre à Guy Georges, c'est que on a affaire à quelqu'un de solitaire, oui, c'est le violeur, qui vit avec ses parents, qui n'a pas de partenaire sexuel, qui n'est pas vraiment athlétique, qui est plutôt passif, calme, voilà, de ce genre-là, qui est solitaire, donc je veux dire, donc qui aime bien la solitude, qui a des occupations, petits boulots, en tout cas menus, qui fréquente souvent des librairies d'adultes, qui est voyeur, exhibitionniste, travesti ou fétichiste ou ce genre de choses. Est-ce que c'est Guy Georges? Faites pas plaisir. Oui, c'est Guy Georges là, ce que je viens de décrire? C'est Guy Georges, Jade? Non. Pas du tout. Est-ce qu'il est seul? Je veux dire, non, il a des amis, il a une femme, il a une compagne, il a même un enfant. Guy Georges, on va y revenir. Est-ce qu'il vit avec ses parents? Bah non. Est-ce qu'il n'a pas de partenaire sexuel? Bah non, justement, il crapaille. Est-ce qu'il n'est pas athlétique? Bah si, justement, il a fait de l'athlétique avec petit bullé même, de tonique comme ça. Bon. Est-ce qu'il est passif, calme? Ah oui, il peut l'être à certains moments, mais il est surtout sociable. Est-ce qu'il a des petits travaux? Alors c'est vrai que là ça peut coller éventuellement, c'est vrai qu'on l'attendait plutôt dans des... voilà, pas super intégré socialement, je reconnais. Enfin c'est pas le genre à fréquenter des librairies d'adultes. C'est pas littéraire. Et genre, voyeur peut-être, exhibitionniste sans doute pas, travesti sans doute pas, et fétichiste, il n'a jamais rien pris à ma connaissance qui appartienne aux victimes. Donc ça colle pas. Par contre, l'idée qu'il ait voulu rassurer, comme on l'a dit tout à l'heure, la victime, séquestrée, rescapée, est un signe quand même d'une petite composante gentleman, faut-il reconnaître. C'est pas le super sadique. C'est qu'il a besoin quand même de... Peut-être d'ailleurs n'a-t-il pas décidé de la violer ou de la tuer. Peut-être qu'il est en l'attente, peut-être qu'il a d'ailleurs violé d'autres victimes sans les tuer. Je pensais qu'il y a eu des agressions, des vols dans les périodes d'académie, des choses comme ça. Voilà,
disons que quand il n'est pas parti pour tuer, il peut éventuellement avoir des passades, des façades. Ok. Bon, en tout cas, ça colle pas. Alors j'ai dit quoi? Qui affirme sa force. Le violeur qui affirme sa force. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le violeur qui affirme sa force? Déjà, c'est pas le sadique. C'est-à-dire que Guy Georges n'est pas... bon, on n'a pas tout fini quand même, hein, parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais enfin, on va y revenir, c'est en tout cas pas un gentleman. Je reviens au texte, si vous voulez bien. Alors, voilà ce qu'il dit. Il veut juste dormir chez elle, parce qu'il est fatigué et parce qu'il est en cavale. Au fond, le prétexte est de squatter chez elle. Ça ressemble beaucoup à Patrice Allègre. Ce qui peut correspondre à une pratique habituelle pour se loger dans la région parisienne, dans son mode de vie. Hein. Il n'est donc ni grossier, ni violent d'emblée, et semble démontrer un certain sang-froid, dénué d'animosité apparente. On ne peut pas parler de sadisme avéré, forcément dans ces cas-là, si ce n'est peut-être dans la pression psychologique qu'il module suivant les victimes. En revanche, l'idée de cavale renvoie au sentiment conscient ou inconscient de traque policière, mais aussi besoin de refuge, peut-être de compassion inconsciente, presque maternelle dans cette situation. Avec qui, quelle personne, quel lieu je pourrais vraiment être à l'abri de la police et être dans un refuge affectif. Se protéger. Donc, si une femme, dans ces conditions, lui ouvre son toit et se comporte de manière presque maternelle avec lui, que pourrait-il donc se passer? Vous voyez ce que je veux dire? Ça me ramène à l'interaction dans la dynamique du passage à l'acte entre l'auteur et sa victime en temps réel, où, fort de la compréhension réelle que vous avez de la motivation du criminel et de ce qu'il est, de sa personnalité, si vous répondez pleinement à ce qu'il attend, pourquoi voulez-vous qu'il vous tue? Voilà. Hein? Et c'était la même chose pour Patrice Allègre, qui, rappelons-nous, était chevauché une des victimes, qui a consenti en quelque sorte au viol par des comportements, on va dire, de non-résistance, et presque, comme une petite amie l'aurait fait avec son compagnon. Je ne suis pas dur à faire, hein, je reconnais. Hein. Mais enfin, elle est allée jusqu'à être ramenée chez Patrice Allègre, dans son lit, à dormir, il s'endort et elle s'enfuit. C'est qu'elle arrive quand même, vous voyez, à se comporter d'une manière plausible à ses yeux comme une petite amie, et au bout du compte, sauvera sa peau.